Rebonjour pour cet après-midi sur l'un des plus beaux plateaux télé de la planète, au cœur du Parc Jourdan à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques 2022. Nous continuons sur latribune.fr en direct, une performance exceptionnelle. Je crois qu'on va recevoir plus de 35 dirigeants, dirigeantes, économistes pour parler de la situation mondiale, de la situation de la France, des craintes et des espoirs. Alors, on reçoit un plateau assez exceptionnel avec Patrick Artus, qui est membre fondateur du Cercle des économistes et le chef économiste bien connu de la banque Natixis. On verra avec lui tout à l'heure s'il est optimiste ou pessimiste face à tout ce qui se passe. À côté de lui, Thierry Déaut, le fondateur du fonds Meridiam, qui investit beaucoup dans toutes les infrastructures et évidemment, il va être l'un des hommes clés de la transition écologique. On me demandera ce qu'il pense de la planification écologique, peut-être. Et enfin, Philippe Chalmin, autre économiste bien connu, l'auteur du fameux rapport Cyclope. Alors, il m'a demandé de vous le montrer, mais vous le connaissez, évidemment. Et je rappelle que Patrick Artus, alors je ne sais plus quel est son dernier livre, je crois que c'est Pour en finir avec le déclin. Voilà. Donc on en reparlera. Peut-être on va commencer tout de suite pour ces premiers échanges avec Patrick sur les inquiétudes, sur le déréglage de l'économie mondiale. Là, on en parlait un petit peu hier, la vitesse avec laquelle le monde et la vision du monde que l'on a pu changer entre janvier-février, la guerre en Ukraine et aujourd'hui est assez spectaculaire quand même. On a des prévisions d'inflation à 2 chiffres et on s'inquiète déjà, c'est pour les mois en R, c'est pour l'automne, l'hiver, les mois en R comme récession. Est-ce qu'il faut vraiment s'y attendre ? Oui, alors d'abord, bonjour à tous. Le changement date d'avant la guerre en Ukraine. Le changement, c'est la sortie de la crise de la Covid. Et on s'aperçoit, et c'était une surprise, qu'on est passé brutalement dans un monde avec plein de raretés. Ce n'était pas le cas avant. On avait des matières premières pas très chères, du travail pas très cher, des salaires qui augmentaient peu, des containers pas très chers, enfin voilà. Et tout ça est devenu brutalement cher. Alors avant la guerre en Ukraine, il y avait une cause qui était la structure de la demande. On a eu une modification extrêmement brutale de la composition de la demande, globalement, avec beaucoup plus de demandes de biens et beaucoup moins de demandes de services. Et c'est pas mineur, depuis le début de 2020, la demande de biens a augmenté de 20% de plus que la demande de services globalement. Et ça n'a pas été anticipé, évidemment, d'où la pénurie de tout ce qui sert à fabriquer des biens. Et l'autre surprise, c'est que cette situation se prolonge. C'était pas quelque chose de transitoire pendant la crise de la Covid, c'est quelque chose qui a l'air d'être durable. Nous consommons différemment. Puis après, bien sûr, la guerre en Ukraine et la perte des approvisionnements en provenance de Russie. Alors, évidemment, la question que se posent tous les économistes, il faut quand même être extrêmement modeste, parce qu'il y a eu énormément d'erreurs de diagnostic de fait, compris par les banques centrales, qui, il y a encore 2 mois, ne croyaient pas à l'inflation. Est-ce que cette inflation que nous voyons aujourd'hui, due à ces raretés, c'est un phénomène structurel durable et on va vivre comme ça 10 ans, et donc on revient dans l'économie mondiale des années 80-90, où on avait de l'inflation due aux raretés. Et la rareté, d'ailleurs, la plus grave, est peut-être pas celle des matières premières, mais celle du travail. Il y a des problèmes de recrutement colossaux. Ou bien est-ce que dans un an et demi, c'est disparu, on est revenu à l'équilibre d'avant? Alors évidemment, la question, c'est qu'on ne fait pas du tout les mêmes politiques économiques si on pense que ça dure 1 an ou si on pense que ça dure 10 ans. Si ça dure 1 an, on met plein d'argent public pour soutenir le pouvoir d'achat. La Banque centrale peut ne pas réagir. Si ça dure 10 ans, on ne peut pas mettre plein d'argent public pendant 10 ans et la Banque centrale doit réagir. Alors c'est celle-là le grand dilemme. C'est-à-dire qu'il y a 2, en gros, pour être un peu brutal, situations. Les Américains, on se dit qu'ils vont taper très fort, très vite, pour casser la croissance et arrêter l'inflation. Les Américains, si vous lisez tous les commentaires, eux, ils ont choisi leur camp, c'est durable. C'est un nouvel équilibre. Donc, ils vont casser l'inflation. Et ce qu'on ne remarque pas suffisamment, c'est qu'ils la cassent encore plus par la politique budgétaire, par la politique monétaire. Ceci dit, ils ont mis du temps à le faire, budgétaire énorme. Ils l'ont pas fait tout de suite. Ils ont eu du mal à y croire. Alors, les Européens, nous avons entendu il y a une demi-heure Christine Lagarde, ça reste quand même incertain. On ne sait pas. On n'ose pas décider que c'est définitif et durable. Et donc, on a toujours l'espoir que c'est transitoire. Et donc, bien sûr, on essaie de retarder le moment où on mène les politiques qui correspondent à la situation. En effet, Christine Lagarde était sur le plateau de la plénière de l'ouverture des rencontres économiques et elle n'a pas vraiment voulu répondre à la question, bien sûr, de la politique monétaire, mais on a bien senti dans son discours qu'elle n'était pas sur un discours dur, sur un discours... Alors,
Est-ce que ça va durer? C'est un peu ça. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir? Est-ce qu'elle a raison? Enfin, moi, ma conviction personnelle, mais ça ne vaut pas grand-chose, hein, mais c'est qu'il y a quand même plein de choses qui sont différentes. Les attitudes des salariés vis-à-vis du travail, les secteurs d'activité où les gens ne veulent plus aller travailler, les matières premières, Philippe en parlera, et c'est toutes les matières premières pratiquement. Et en plus, on se dit que prospectivement, la transition énergétique, ça va créer une forte demande de métaux, ça sera compliqué parce qu'on désinvestit massivement dans les fossiles. Et donc voilà. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a changé de régime économique et qu'on est dans un nouveau régime où... alors, c'est pas non plus catastrophique. C'est le régime des années 80-90. C'est un retour à la situation. Où l'inflation d'équilibre normale, elle n'est pas de 1, elle est de 3, par exemple. Donc, ça a l'air d'être un tout petit choc comme ça, sauf que malheureusement, 3, c'est au-dessus de 2. Et du coup, c'est un gros choc. C'est un gros choc si l'inflation d'équilibre est à 3. On y reviendra. Mais je pense qu'on a peut-être aussi perdu le mode d'emploi de vivre dans ce monde-là. Alors, Philippe Chalmin, vous avez entendu ce que vient de dire Patrick. Vous êtes dans quel camp? Est-ce que c'est durable? Et est-ce que effectivement, on voit des signaux un peu contradictoires sur les matières premières? Il y a eu d'abord effectivement cette flambée au moment de la crise en Ukraine notamment. Et puis, la crainte de récession commence à faire baisser un certain nombre de cours. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu le paysage? Alors, je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Patrick, parce que j'y adhère totalement. Pour moi, et je ne suis pas économiste en fait, je suis historien. Et pour moi, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le Covid plus la guerre en Ukraine, ça marque une rupture tout aussi profonde que celle des années 70. Dans les années 70, on avait mis fin, quelque part, aux 30 glorieuses de l'après-guerre. Aujourd'hui, nous mettons fin, nous voyons la page se tourner de notre rêve des 30 glorieuses de la mondialisation heureuse. Ça ne veut pas dire que nous avons fini avec la mondialisation, mais par contre, nous assistons un petit peu partout au retour des politiques économiques, au retour de l'État et à un certain reflux de l'économie de marché. Donc ça, c'est pour moi une rupture tout à fait importante. Et si vous vous souvenez qu'on a mis 6 ou 7 ans après les années 70 à se sortir de la stagflation, il est très possible que nous y passions quand même un certain temps et que nous ayons devant nous des années un peu difficiles. Pour revenir aux matières premières, c'est vrai que nous avons là la convergence au moins de 4 crises. Il y a une crise qu'on a un peu oubliée, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, qui est la crise logistique. Et il ne faut pas l'oublier, celle-là. Et c'est celle qui a d'ailleurs instillé chez nombre de nos concitoyens le sentiment de pénurie. N'oubliez pas que les prix du transport de conteneurs ont été multipliés par 4 ou 5, que les retards n'ont cessé de se faire, et nombre de mes chères matières premières ne sont plus transportées en vrac, mais en conteneurs. Le problème aujourd'hui, quand vous voulez charger du café ou du coton, c'est de trouver les boîtes de manière à pouvoir les expédier. Deuxième crise, une crise énergétique. Alors là, tout le monde se focalise parce qu'on a l'œil sur le prix de l'essence à la pompe. C'est pas ça qui est important. C'est le prix du gaz. Nous avons une crise énergétique qui est partie du gaz et celle-ci, elle va durer probablement aussi longtemps que durera la guerre en Ukraine. Nous risquons d'avoir à l'automne une situation extraordinairement tendue en Europe sur le marché du gaz et donc sur le marché de l'électricité. Et je déjeunais aujourd'hui avec le patron d'Holcim dans cet cadre merveilleux. Le ciment, vous le fabriquez avec quoi? Avec du charbon à coke et avec du gaz pour allumer vos fours. D'un côté comme de l'autre, ils sont confrontés à des hausses de prix et ces hausses de prix vont durer. Nous avons une crise agricole. Celle-là, j'aurais tendance à la relativiser. Tout va dépendre du climat cet été, en particulier dans les grandes plaines américaines. On peut un peu arriver à se passer du blé ukrainien. Ceci étant, pour nombre de pays importateurs, ça coûte actuellement $150 de plus qu'il y a un an pour importer une tonne de blé. Enfin, et vous aviez raison, la dernière crise qui était celle des matériaux, la crise des matières premières industrielles, etc., celle-ci, elle aurait peut-être un petit peu tendance à se résorber. Depuis quelques semaines, nous assistons à une baisse des prix de la plupart des métaux. Les prix, alors, ça va vous paraître un peu ésotérique, mais le prix des ferrailles, le principal importateur de ferrailles au monde, c'est la Turquie, qui ensuite réexporte des ronds à béton. Le prix des ferrailles a été divisé par 2 ces 3-4 dernières semaines. On assiste à la même chose sur l'acier. On assiste à la même chose, le cuivre qui avait dépassé
dépassé les 10 000 $ la tonne, est aujourd'hui en dessous de 8 000 $. Et même les métaux électriques qui jouent un rôle tout à fait fondamental dans la transition, tous ceux d'entre vous qui sont venus aujourd'hui en trottinette, vélo ou voiture électrique, il y a des batteries au lithium, cobalt, etc. Ben, même là, les prix ont un petit peu baissé. Ça n'est pas que la situation des fondamentaux du côté de l'offre est véritablement changée, c'est tout simplement que nous avons quelques angoisses, non seulement sur l'horrible mot de récession prononcé pour les pays avancés, mais surtout sur la Chine. Je ne sais pas ce que Patrick en pense, mais je pense que si on calculait le PIB au mois le mois, la Chine serait peut-être, a probablement été négative, alors vous me direz c'est à cause du zéro Covid, en mars-avril. On calcule le PIB même pratiquement au jour le jour. Bon, on ne saura jamais la réalité avec les chiffres chinois, mais la mobilité Google au deuxième trimestre est en baisse de plus de 30%. Hein, donc la Chine est profondément en récession au deuxième trimestre. Voilà, et donc ce qui se passe sur les métaux est sans doute une conséquence assez directe de ça. Ça l'illustre bien. Mais depuis une semaine, la Chine repart extrêmement violemment. Hein, mais on a quand même vu au début de la semaine le baril de Brent passer en dessous des 100 $. Alors 100 $ aujourd'hui, ça nous paraît presque pas si cher que ça. J'ai même vu dans une station-service ce matin en arrivant à Aix-en-Provence que le super samplon 95 était passé en dessous des 2 €. C'est le moment de faire le plein. C'est le moment de remplir aussi sa chaudière, oui peut-être, effectivement. Alors Thierry Déaut, vous avez entendu les deux quand même un peu économistes aussi du côté de Philippe Chalmin, et vous qui êtes dans le monde de l'investissement, peut-être en rappelant aussi qu'est-ce que fait Meridiam. Mais comment est-ce que vous qui êtes plutôt un fonds long terme, comment est-ce que ces incertitudes de long terme vous impactent ? Alors justement, être un fonds de long terme, ça permet de gérer... Rappelez peut-être les chiffres un peu de Meridiam. Alors Meridiam, aujourd'hui, c'est à peu près 20 milliards de dollars sous gestion. Et essentiellement dans les infrastructures durables, la transition énergétique, la transition écologique dans son ensemble. L'eau et les déchets ? La mobilité, oui, l'eau et les déchets font partie de la transition. Mais aussi les infrastructures dites sociales, la santé, l'éducation. Et pour nous, en fait, la vision de long terme, puisque nous investissons pour des durées minimales de 25 ans, ça nous permet aussi de considérer que la crise n'est qu'un accident dans ces 25 ans. Alors ça ne veut pas dire que... Si elle dure 7 ans, oui, c'est ça. 7 ans de malheur, que nous a dit Philippe. Alors déjà, on a vécu beaucoup de crises. Alors on est quand même dans un secteur qui est relativement résilient, qui est relativement protégé de l'inflation. Donc on a moins de craintes que beaucoup d'autres secteurs d'investissement. Mais c'est aussi un moment, ces incertitudes sont des moments d'opportunité. Parce qu'il faut apporter des solutions à tous les problèmes qu'on vient de mentionner, ne serait-ce que l'approvisionnement et la sécurisation des métaux pour l'Europe, les États-Unis. Aujourd'hui, on a quand même un grand sujet de dépendance à la Chine. Donc comment est-ce qu'on finance les infrastructures qui permettront de sécuriser les métaux pour la transition écologique dans le futur? Ça, c'est une véritable opportunité. Il y a aussi une vraie opportunité puisque l'Europe se retrouve obligée d'accélérer sa transition et sortir de sa dépendance du gaz russe. Donc pour ça, il faut faire du biogaz comme on en fait. Il y a beaucoup de solutions. Il n'y a pas de baguette magique, mais il faudra massivement investir et beaucoup plus rapidement que prévu pour sortir de cette dépendance. Donc à la fois une crise avec des incertitudes, mais des opportunités véritables parce que l'investissement dans ce que nous faisons d'habitude sera essentiel pour sortir de cette crise et sortir de ces dépendances géopolitiques, sortir de ce type de comportement. Mais Patrick Artus, on en parlait aussi hier, vous donniez quelques chiffres assez spectaculaires. L'investissement dans la transition écologique, je crois que c'est 4 points de PIB par an jusqu'en 2030, si je ne me trompe pas, et on n'en fait que 2. Oui. Donc, il va bien falloir que quelqu'un paye tout ça. Comment, alors que les taux d'intérêt sont en train de monter et que les coûts sont en train de monter, est-ce que ce remplacement du capital carboné par du capital vert va pas quand même provoquer une autre crise, une crise de la transition? Je pense qu'on va avoir une normalisation de la finance.
les bulles, c'est terminé, parce que les banques centrales reprennent de la liquidité et c'est pas demain qu'elles referont du quantitative easing. Donc ceci est en train d'éradiquer les bulles, ça a bien commencé, hein, la TQS, les crypto-monnaies, etc. Ensuite, on va avoir des taux d'intérêt réels qui sont en train de repasser en territoire positif. Alors, on peut voir tout ça très négativement en disant le coût du capital augmente, il y a moins de liquidités à investir. Et moi, je pense qu'au contraire, on peut le voir positivement en disant qu'on va revenir à une finance normale où on évalue un projet sur la base de ses résultats futurs actualisés, ce qu'on ne peut pas faire quand les taux d'intérêt sont nuls, puisque tout projet vaut l'infini, en fait. Et donc, on va revenir à une finance normale où il y aura une véritable évaluation des projets sur des bases saines. Je crois que la finance va être plus saine. Alors, évidemment, ce qui est extrêmement douloureux, c'est la transition de la finance à taux zéro, à taux réel très négatif, à la finance à taux réel positif. De cette transition, on change la valorisation des actifs, hein, tout vaut moins cher parce que les taux d'intérêt réels montent, et à nouveau, on fait disparaître toute la composante spéculative, enfin, il ne faudrait pas dire spéculative, l'excès de liquidité banque centrale fait monter les prix d'un certain nombre de classes d'actifs, parce qu'il faut bien investir cette liquidité, et ça, c'est en train de s'enlever. Voilà, donc, mais ça ne me rend pas pessimiste. Je dis qu'avec des horizons longs. Il y a un coût de la transition. Peut-être, Thierry Déo, vous êtes aussi président de Finance for Tomorrow, et donc cette question du prix de la transition et de ce passage d'une économie à taux zéro alors, on n'est pas encore à des taux réels zéro, ceci. Oui, mais le coût de la sur les calculs bien, oui, ils sont un peu positifs. On arrive, oui, on y arrive. Alors, non, mais le coût de la transition, il est de court terme, en fait. L'augmentation de coût de la transition est de court terme, mais si on réfléchit sur du long terme, on arrive à trouver un vrai bénéfice, au-delà de l'élimination des émissions, un vrai bénéfice à la transition. Donc c'est vrai que pour faire une transition rapide, de temps en temps, il va falloir y mettre que les États participent en fait au financement de cette transition, parce que si on met tout sur le dos du consommateur dans l'immédiat, on aura un petit problème de pouvoir d'achat dans un contexte inflationniste. C'est certain qu'on ne peut pas demain construire une capacité de biogaz pour remplacer le gaz russe. Ça, c'est pas vrai. Et si on devait le faire... Au moins 3 ans. Il faut au moins 2-3 ans, puis ça a un certain coût. Et donc, si on devait le répercuter de façon immédiate sur le consommateur, ça pourrait poser problème. Donc, il faut pouvoir gérer, mais c'est en réfléchissant sur le long terme et dans la durée, en fait, le coût complet de la transition, et si en plus j'y mets le bénéfice carbone, est maîtrisé. Et c'est une économie. C'est une économie pour la planète, mais c'est aussi financièrement rentable. Mais le court terme, compte tenu de l'augmentation des prix potentiels pour les utilisateurs de ces infrastructures ou de l'énergie que finance cette transition, est à maîtriser et est à gérer dans le court terme. Philippe Chalmin, sur la crise alimentaire, quand même, donc tout le monde parle. On a entendu le président de l'Union africaine qui a dit à la Russie, on a quand même un problème, on craint des famines. Il y a une sorte de jeu un peu de poker menteur entre Poutine et l'Occident pour savoir qui est responsable de cette situation. Mais est-ce qu'on va connaître une grande famine dans le monde, de nouveau, ou deux grandes famines, si jamais ça tournait mal, notamment sur le climat? Parce que là, là aussi, il faut distinguer le court terme et potentiellement le moyen long terme. On sent bien qu'on est dans une transition également alimentaire, agricole, qui elle-même va être pousser les prix à la hausse. Honnêtement, j'avoue que j'ai même du mal à comprendre les discours d'un certain nombre de responsables politiques internationaux qui ont fait une sorte d'amalgame entre la crise en Ukraine et la disparition de l'Ukraine en tant qu'exportateur, je tiens à le dire, en fin de campagne, et la situation alimentaire mondiale. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la hausse des prix agricoles, elle remonte à 2021 et elle est liée à un facteur qui a été tout simplement l'irruption de la Chine, devenue le premier importateur mondial de grains. Juste un chiffre pour vous situer, en 2019, la Chine importe 17 millions de tonnes de céréales. En 2021, en année calendaire, elle a importé 62 millions de tonnes de céréales. L'Ukraine, au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Ukraine avait quasiment terminé sa campagne de blé.
il restait une vingtaine de millions de tonnes à exporter. Là-dessus, il n'y a que 4 ou 5 millions de tonnes de blé. Le reste, c'est du maïs. Maïs utilisé pour l'alimentation animale, des cochons chinois ou espagnols. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement de crise alimentaire, si ce n'est que la Chine plus l'Ukraine, ça a provoqué cette hausse des prix que j'évoquais, $150 de plus. Quand vous êtes l'Algérie, que vous exportez du gaz, ça, vous pouvez vous le payer. Quand vous êtes l'Égypte, quand vous êtes le Maroc, quand vous êtes des pays d'Afrique subsaharienne, que par absence de politique agricole, par malgouvernance, vous avez laissé votre pays dans une situation de dépendance alimentaire totale, dans lequel vous subventionnez l'alimentation des zones urbaines pour éviter des émeutes, non pas de la faim, mais de la pauvreté, là, vous êtes relativement mal. Mais de crise alimentaire mondiale, il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 ans. Simplement, nous sommes 7,5 milliards d'êtres humains et là-dessus, il y en a 1 milliard qui souffrent de pauvreté alimentaire, non pas de sous-nutrition, non pas de la faim, mais de la malnutrition. Et ça, il faut le rappeler. Et il faut signaler d'ailleurs qu'il y a un pays que je cite toujours en exemple, parce qu'il est l'admirable exemple d'un pays qui a à la fois une politique agricole pour encourager ses paysans à produire, et aussi une politique alimentaire pour subventionner les plus pauvres, c'est tout simplement l'Inde. Et l'Inde, vous l'avez vu, on l'a découvert, l'Inde, elle est exportatrice nette de blé, elle est exportatrice nette de sucre, et elle a finalement, c'est quand même... Il y a un anti-exemple de ce qui se passe en Inde, c'est le Sri Lanka, qui a essayé de passer au bio et qui a ruiné sa paysannerie. Le Sri Lanka, là, vous additionnez la guerre civile, la malgouvernance, quelques problèmes climatiques aussi. Donc, normalement, on n'a pas de problèmes alimentaires mondiaux pire que d'habitude, sauf effectivement si on avait une vraie catastrophe climatique cet été. Imaginons par exemple qu'il ne pleuve pas sur les grandes plaines américaines, que la production de maïs et de soja américaine soit largement en baisse. Là, on commencerait à avoir des problèmes. Mais au fond, le monde, alors malheureusement, enfin heureusement, il se trouve que la Russie fait une récolte exceptionnelle de blé. Elle va pouvoir faire des exportations. Ils vont pouvoir exporter 10 millions de tonnes de blé supplémentaires en tenant compte du fait... Est-ce que c'est devenu une arme aujourd'hui géopolitique, non. l'alimentation vous savez quand est-ce que la dernière fois qu'a été utilisée l'arme du blé? Vous savez que allez-y, l'historien qui... 4 janvier 1980. Conséquence de quelque chose qui s'était passé en Noël 79. En Noël 79, un pays qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait l'URSS, envahit l'Afghanistan. Le président américain de l'époque se dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Et il décida d'un embargo américain à l'encontre de l'URSS, qui cette année-là était le premier importateur mondial de céréales, 50 millions de tonnes de céréales. Ça a été la seule véritable utilisation de l'arme du blé. Conséquence, l'URSS est devenu le premier exportateur de blé. Non, c'est pas l'URSS, c'est la Russie. Ah, la Russie. Oui, mais alors si on remonte encore plus loin, là, donc, le prix mondial du blé... Ça prouve que les sanctions, ça marche pas. En fait. Voilà, le prix mondial du blé avant 1914, c'était FOB Odessa. Ça prouve que le communisme, et notamment dans sa variante soviétique, mais chinoise aussi, ça ne marche pas en agriculture. Ça, c'est bien d'entendre ça aux rencontres économiques. Je pense que Patrick sera sans doute d'accord, mais ce n'est pas le débat. Il y a, au-delà des produits alimentaires, il y a eu des sujets de pénurie sur les composants électroniques, sur un certain nombre de métaux. Et il y a eu un certain nombre de gens, on a dit, ils ont fait des réserves de précaution. Est-ce qu'il y a eu des comportements de spéculation ou de profiteurs qui aujourd'hui expliquent une partie des prix qui sont trop élevés? Est-ce qu'on pourrait espérer qu'il y ait quelque part, et surtout s'il devait y avoir une récession, un retour à la normale d'un certain nombre de prix, Patrick? Bon, d'abord, la question de la récession, les marchés financiers prennent cette option. Depuis, alors c'est assez récent, quelques semaines. C'est R partout. Voilà, on a une baisse des taux d'intérêt, une baisse des anticipations de taux d'intérêt, une baisse, on en parlait, des prix de certaines matières premières, une baisse des anticipations d'inflation très rapide. Les marchés financiers pensent qu'on revient à 2% d'inflation dans 18 mois. Donc voilà, et tout ça tiré par une récession. Alors, moi, j'ai beaucoup de doutes sur le scénario des marchés. D'abord,
Parce qu'il y a un seul pays où on pourra avoir une croissance sans doute un peu négative, qui est les États-Unis, et pour une raison qui n'est pas du tout liée, on en parlait juste avant, à la politique monétaire, qui est liée à l'incroyable réduction du déficit public américain, qui tient d'ailleurs à l'incapacité de l'administration Biden à passer un certain nombre de dépenses au Congrès. Et donc, on a presque 5 points de PIB en un an de réduction des déficits publics. Et rien que ça mène n'importe quelle économie en récession. Donc, le problème américain, c'est une contraction budgétaire complètement non maîtrisée, quoi. Et c'est pas du tout les taux d'intérêt qui provoquent le risque de récession aux États-Unis. En Europe, on ne voit pas vraiment un risque de récession. En Chine, on en parlait, on voit plutôt un redémarrage de l'économie. Et Philippe le mentionnait, dans les pays émergents, il y a énormément de gagnants des matières premières chères. La grande majorité des pays émergents vont mieux. L'Amérique latine, la Russie, ça aurait dû être le cas. Beaucoup de pays africains, le Moyen-Orient, des pays d'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc la récession, les marchés. Et puis en plus, la seule chose qui pourrait amener une récession sur une cause européenne, ça serait l'arrêt complet des exportations de gaz russe vers l'Europe, qui serait récessionniste en Europe. Qui n'est pas complètement improbable. Qui n'est pas complètement improbable, mais là, les marchés se trompent aussi, parce que ça serait une récession extrêmement inflationniste, et pas une récession désinflationniste. Donc on aurait une croissance négative, mais une énorme inflation. Alors que les marchés jouent une croissance plutôt faible mondialement et une très très forte désinflation. Et ça, donc ce scénario-là est très curieux, quoi. On évoquait aussi un scénario du risque, alors, sur ces hausses de prix, d'explosion sociale. C'est quelque chose qui est pricé aussi alors le problème, si vous voulez, c'est une autre question qui est très importante aujourd'hui pour nos économies. Quelle réponse finalement qui paye la facture? Alors c'est une question européenne et pas américaine. Les Américains produisent leur propre énergie, donc il n'y a pas d'importation d'énergie aux États-Unis. C'est une question européenne. Et qui paye la facture de la hausse des prix de l'énergie? Aujourd'hui, ce n'est pas les ménages. Les ménages ont leur pouvoir d'achat qui était maintenu par les aides publiques. C'est assez peu les entreprises et c'est beaucoup les États. Donc la question de politique économique centrale, c'est est-ce qu'on peut durer durablement dans un équilibre où c'est les États qui prennent la facture, quoi. Et la réponse est non. À nouveau, on le disait au début, si c'est transitoire... quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, ça marche un an, mais ça ne peut pas marcher 10 ans. Donc il y a la vraie question de politique économique, c'est est-ce que cette inflation et ces matières premières élevées sont durables? Et si oui, on sait que les États ne pourront pas continuer à prendre la facture. Et donc il faudra que les entreprises prennent une partie plus grande de la facture et que les salariés, etc., qu'on redistribue cette facture. C'est là qu'est le risque social. Voilà, alors qu'aujourd'hui, la facture, elle est quand même presque entièrement prise par les États. Enfin en Europe, parce que les États-Unis... Thierry Déaut, pour conclure cette table ronde sur ces questions effectivement de transition, on parle beaucoup de planification écologique. On attend, je ne sais pas, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est un mot qui est judicieux à employer, ou dans le partage entre le rôle du public, l'investissement public, évidemment, on ne sait pas si planification, ça veut dire plus d'investissement public, ou c'est une sorte de vision, d'incitation. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tout cas, notamment pour la France, pour que on avance dans ce travail? Alors, planification, moi j'y vois plutôt un bon signe, parce que dans planification, j'entends mise en action et mise en œuvre. Et je crois qu'on a besoin dans la transition écologique, parce que le sujet est complexe, de traitement sectoriel, de mesures sectorielles, d'incitation et d'éclairage sectoriel. Parce qu'on ne peut pas passer à l'acte en restant dans des généralités. La transition, ce n'est pas que l'énergie, c'est beaucoup d'autres choses. Il y a toujours un sujet d'énergie. C'est l'eau aussi. C'est l'eau, c'est le transport, même si ça renvoie à l'énergie. Est-ce qu'on veut électrifier tous les transports publics en France, par exemple? C'est une question à laquelle la planification doit répondre. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et donc, il faut devenir beaucoup plus précis, passer à l'action. Et pour moi, cette planification, elle était attendue et elle est nécessaire. Elle se fait d'ailleurs toujours attendre. Donc, on espère que pour les rencontres de l'année prochaine, on aura le plan. Non, mais ils ne vont pas planifier en 2 semaines non plus. Bon, ça fait 10 ans qu'on en parle, mais bon. C'est la première fois qu'on a un secrétariat général en charge de la planification. On vous réinvitera pour faire le bilan. Allez, un dernier mot. Si je puis me permettre simplement, et je vais tout à fait dans le sens de Thierry Déaut, de la crise naît une opportunité. D'accord, on va passer de quelques mois assez difficiles quand même, mais la grande chose que je vois, c'est que grâce à cette crise, on désidéologise la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on accepte quand même le nucléaire, on se dit qu'on peut peut-être importer du gaz de schiste américain tant qu'on en a besoin, on joue quand même la carte des énergies renouvelables de 2e génération, le biogaz, la biomasse,
peut-être qu'enfin, les dossiers hydrogène, l'hydrogène est fondamental. Si on veut électrifier une économie, il faut arriver à stocker quelque part l'énergie. L'hydrogène. Nous le faisons déjà. Ouais, oui, mais on ne le fait pas assez. Donc, ça peut être quand même, finalement, une incitation. Et j'ai le même chose d'ailleurs dans le domaine agricole. L'un des grands bénéfices malheureux de cette guerre en Ukraine, c'est d'avoir mis de côté la stratégie de la commission From Farm to Fork. Et j'étais hier au ministère de l'Agriculture, qui est redevenu en France le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ça, c'est important. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, ce sont des mots qu'on avait un peu oubliés. Patrick, pour conclure là-dessus, souveraineté et sobriété, c'est les deux mots un peu de la rentrée. Je vais revenir plutôt sur la question. Je pense qu'il faut être concret. Et il y a aussi un incroyable problème de coordination si on veut faire de la transition. Je prends des exemples assez stupides. Enfin, je veux dire, si vous avez des voitures électriques, il faut des recharges, quoi. Et alors, ceux qui pourraient installer les recharges attendent de voir les voitures, et ceux qui construisent les voitures attendent les recharges. Et il faut de l'électricité aussi. Oui, mais après, je pourrais prendre plein d'autres exemples. Mais donc, il y a un besoin de coordination. Il y a des poules et des œufs partout, quoi, pour faire simple. Et donc, si personne n'est en charge de coordonner les avancées ne se feront pas. Hein, les électriciens attendront qu'il y ait un parc de voitures suffisant, et les gens qui font des voitures attendront. On retrouve ce rôle un peu de stratège. Je vous rassure, les acteurs n'ont pas attendu, en fait. Hein. Mais vous n'avez pas attendu, vous, quand même. Nous, on construit déjà des bornes depuis 5 ans pour avoir un réseau européen le plus étendu possible pour de la charge rapide. Les constructeurs automobiles vendent de plus en plus. La pénétration du véhicule électrique est phénoménale dans les dernières années. D'accord, on est quand même extrêmement loin du taux d'équipement qu'il faudrait. En retard. Mais reconnaissons le B. On aura demain aux rencontres économiques la première ministre, Elisabeth Borne, qui nous parlera, pas que de bornes électriques, pardon pour le jeu de mots, mais de cette planification. Et espérons effectivement que c'était un peu la convergence que j'entendais entre vous, que de cette crise sorte une opportunité. Ce sera le dernier mot de cette séquence. Merci d'y avoir participé tous les trois. Merci. Merci. Merci.